Après 20 ans d'intervention militaire, les États-Unis s'apprêtent enfin à retirer leurs dernières troupes d'Afghanistan. Ce qu'ils laissent derrière, c'est un pays au bord de la guerre civile, avec un des niveaux de vie les plus bas de la planète. Ils laissent un échec cinglant, une catastrophe humanitaire qui a coûté la vie à des dizaines de milliers de civils et qui a endetté les États-Unis de centaines de milliards de dollars. Aujourd'hui, on fait ensemble le bilan de l'invasion et de l'occupation de l'Afghanistan pour essayer de comprendre comment on a pu en arriver là. On va exposer à quel point c'est une défaite humiliante pour tous les pays qui ont participé, mais aussi des scénarios potentiels pour les prochaines années. D'abord, il faut savoir qu'en 2001, au moment où commence l'invasion de l'Afghanistan, les Américains pensent avoir toutes les bonnes raisons du monde et leur objectif est relativement clair. Ce qu'ils veulent, c'est se débarrasser des talibans qui dirigent le gouvernement parce qu'ils sont persuadés que l'Afghanistan est une plaque tournante du terrorisme international et donc une menace aux intérêts des États-Unis. Donc le plan est simple. On intervient, on remplace le gouvernement et on repart. Et durant les premières semaines de l'invasion, tout se passe exactement comme prévu. La coalition internationale est un rouleau compresseur. L'opération commence en octobre 2001 et au début décembre, les talibans sont déjà écartés du pouvoir. Les Américains crient victoire, mais la réalité est beaucoup plus nuancée. Parce que tout le monde savait que les talibans allaient tomber rapidement. C'était pas ça la question. La vraie question, c'est comment la coalition internationale allait stabiliser le pays une fois le nouveau gouvernement installé au pouvoir. Parce qu'il faut bien se comprendre. Le premier jour du nouveau gouvernement a été le premier jour de l'insurrection des talibans. Dès qu'ils ont été écartés du pouvoir, les talibans ont lancé une campagne de résistance avec des attaques contre la coalition internationale et contre le gouvernement afghan pour reprendre le contrôle sur des poches de territoire un peu partout à travers le pays. En Afghanistan, en milieu rural et dans les régions plus éloignées, le contrôle du gouvernement est pratiquement nul. Donc, à l'inverse, c'est là que les talibans exercent le plus d'influence. Alors, pour empêcher que les talibans ne reprennent du terrain dans ces endroits, la coalition internationale n'avait pas le choix d'envoyer toujours plus de troupes pour occuper le territoire. C'est plus une invasion, c'est une occupation dont on réalise assez rapidement toute la démesure. Quand Obama arrive en 2009, il pense pouvoir briser l'impasse en envoyant une quantité massive de troupes américaines. En 2009 et 2013, au plus fort de l'occupation, il y avait environ 120 000 soldats de la coalition internationale en Afghanistan. Tout ça coûte une fortune, des dizaines de milliards de dollars par année. C'est loin de produire les résultats espérés parce que les talibans continuent de prendre du terrain et que le gouvernement est de moins en moins en contrôle. À chaque fois qu'il envoyait plus de troupes, Obama promettait que c'était un dernier coup à donner et que tout le monde serait de retour en 2016, avant la fin de sa présidence. À la mesure qui réduit la présence américaine à partir de 2014, c'est pas le gouvernement afghan qui comble le vide, ce sont les talibans. C'est tellement simple, c'est presque une caricature. Plus il y a des troupes américaines, plus le gouvernement installé par les Américains est fort. Mais plus les Américains s'en vont, plus les talibans reviennent. Parce que c'est important de le comprendre, les talibans sont loin d'être illégitimes. Ils sont loin d'être détestés par la population et il y a beaucoup de gens, surtout dans les régions rurales, qui préfèrent être administrés par les talibans que par un gouvernement au service des États-Unis. Donc au moment où Barack Obama quitte la Maison-Blanche, il est clair pour tout le monde que l'Afghanistan est un échec et que tout de suite après le retrait des troupes, les talibans vont reprendre le contrôle du gouvernement. Donc pour éviter que l'Afghanistan s'effondre pendant sa présidence, Obama laisse au pays quelques 3500 troupes. Ce que ça veut dire, c'est qu'il sauve la face en laissant le dilemme des talibans pour le prochain président, Donald Trump. Lorsque Trump arrive, il commence par dire qu'il veut sortir de l'Afghanistan, mais qu'il ne fera pas la même erreur qu'Obama. Il ne dira pas la date et il s'engage à rien. Pour qu'il retire les troupes restantes, il faut que les conditions le permettent. Mais sur le terrain, en Afghanistan, les conditions sont loin de s'améliorer. En fait, au contraire, les talibans continuent de prendre du terrain. Donc en février 2019, Donald Trump pose un geste qui brise l'impasse et qui bouscule complètement le statu quo. Au lieu de les combattre, il offre aux talibans de négocier. Ça en choque plusieurs et les négociations vont être très difficiles, mais un an plus tard,
les États-Unis signent officiellement une entente avec les talibans. Ces mêmes talibans pour lesquels ils sont entrés en guerre il y a maintenant presque 20 ans. L'entente est relativement simple. En échange du retrait de toutes les troupes américaines, les talibans s'engagent à cesser leurs attaques et à dénoncer officiellement les groupes terroristes. Pour plusieurs, c'est juste des promesses en l'air pour que les Américains s'en aillent. On ne peut pas faire confiance aux talibans, ils vont reprendre le pouvoir dès qu'ils vont en avoir la chance. Donc, pour discuter de l'avenir de l'Afghanistan après le départ des Américains, Trump organise des négociations directes entre les talibans et le gouvernement afghan. Mais évidemment, les négociations mènent à rien. Le gouvernement veut un cessez-le-feu, alors que les talibans veulent que le gouvernement adhère à leur interprétation intégriste de l'islam. Personne ne veut bouger. Les troupes américaines sont encore sur place et c'est avec cette impasse-là que se termine la présidence de Donald Trump. Quand Biden arrive, il essaie d'accélérer les négociations, mais sans succès. Et c'est pas difficile de comprendre pourquoi. Mettez-vous à la place des talibans. À chaque fois que des soldats américains s'en vont, ils gagnent en influence. La seule façon d'empêcher qu'ils prennent le pouvoir, c'est de maintenir une énorme présence militaire en permanence. Ils savent très bien que c'est plus une option pour les États-Unis. Donc, quand Joe Biden propose de former un nouveau gouvernement qui inclurait quelques talibans, ils refusent. Parce que pourquoi ils accepteraient? Ils savent que dans quelques mois, le gouvernement, ils vont pouvoir le prendre au complet. Les Américains ne seront plus là. Donc, essayez de négocier avec eux. Le pari qu'ont fait les talibans, c'est que les Américains sont en train de bluffer et qu'ils vont retirer leurs troupes, peu importe le résultat des négociations. Et le 14 avril dernier, on peut dire que les talibans ont gagné leur pari, puisque Joe Biden a annoncé le retrait des troupes américaines sans aucune condition. C'est carrément le drapeau blanc. Les États-Unis abandonnent un conflit qui a duré 20 ans. Ce que Joe Biden annonce le 14 avril, c'est que la guerre de l'Afghanistan est perdue. Les talibans sont morts de rire. Les Américains ont pris leur décision unilatéralement, sans négociation, sans condition, sans même d'accord préalable avec les talibans ou le gouvernement afghan. Autrement dit, après 20 ans, ils se sont levés, ils sont partis et ont claqué la porte. La communauté internationale est hautement divisée. Pour certains, c'est une catastrophe et Biden vient de donner l'Afghanistan aux talibans sur un plateau d'argent. Mais pour d'autres, c'était tout simplement la meilleure des mauvaises options. Depuis le début, les États-Unis cherchent une sortie honorable d'Afghanistan pour sauver les meubles politiquement. Mais Joe Biden semble avoir une approche différente. Une approche qui reconnaît la défaite, qui accepte que la sortie honorable est désormais impossible et qu'elle a peut-être même toujours été. Et autant laisser l'Afghanistan derrière peut avoir l'air de la décision évidente, autant la décision de Joe Biden crée un nouveau risque gigantesque. On sait déjà que ça va mener une guerre civile, mais ça c'est un dommage collatéral que visiblement les Américains sont prêts à accepter. Le vrai danger, c'est que la guerre civile dégénère et qu'on se retrouve avec un scénario similaire à celui auquel on a assisté en Irak. Les États-Unis sont partis trop vite et c'est des groupes terroristes qui ont rempli le vide. En laissant les talibans aux commandes de l'Afghanistan, les États-Unis roulent les dés et prennent leur chance qu'un nouveau groupe ne va pas émerger. On peut nuancer à l'infini, mais la réalité, c'est que les Américains sont entrés avec l'objectif d'expulser les talibans et qu'aujourd'hui, après 20 ans et au-dessus de 1000 milliards de dollars, les talibans s'apprêtent à reprendre le pouvoir avec la bénédiction des États-Unis. Ce qui se passe est presque incroyable. La plus grande armée du monde, flanquée de 40 de ses alliés, rentre chez elle le nez ensanglanté, criblée de dettes et humiliée par un pays dont le PIB est comparable à celui de la ville d'Halifax. C'est une défaite dont il est difficile de prendre la mesure. Politiquement, la population américaine en sort presque traumatisée. Il va falloir des années pour s'en remettre, pour prendre confiance en la capacité d'intervenir positivement à l'étranger. Il faut dire que c'est peut-être pas une mauvaise chose.
En faisant de la recherche et en travaillant sur le dossier de l'Afghanistan, j'ai souvent été choqué, frustré par ce que j'ai vu. La guerre, c'est un dernier recours, le dernier des derniers recours. Et c'est seulement quand la sécurité nationale est directement menacée, pas quand un gouvernement étranger ne nous plaît pas et qu'on a des nouvelles armes à essayer. Si l'expérience de l'Afghanistan peut rappeler la leçon aux États-Unis et à tous les pays de la coalition, ne serait-ce que pour 8 ou 10 ans, ce sera certainement un gain net pour l'humanité. Il est fort à parier que le gouvernement afghan va tomber presque immédiatement après le départ des Américains, mais ce qu'on risque de voir au cours des prochaines années, c'est surtout un pivot majeur du focus des États-Unis, du Moyen-Orient vers l'Asie et leur réel adversaire civilisationnel, la Chine. On vit en ce moment une période historique de réalignement, une sorte de fin de cycle où les cartes sont brassées à une vitesse absolument effarante. 7 jours sur Terre présente, c'est la seule émission qui traite de géopolitique dans tout le Québec et c'est la seule dans toute la francophonie qui est entièrement indépendante. Il n'y a pas d'organisation, de gouvernement ou de mécène qui nous finance, c'est seulement vous. Donc, si vous souhaitez y contribuer, vous pouvez le faire à partir de seulement 99 sous par mois en cliquant « Rejoindre » sur notre chaîne YouTube. On a une petite équipe et chacune de vos contributions fait une différence. C'était Benjamin Tremblay et 7 jours sur Terre. À la semaine prochaine.